Ce chapitre a pour objectif de s'intéresser à la gestion de l'énergie. Qu'est-ce que l'on veut dire par gestion de l'énergie? Eh bien, forcément production d'énergie, puisqu'on a besoin de produire de l'énergie pour se chauffer, pour s'éclairer, pour faire fonctionner nos appareils. Mais dans cette gestion, on cherche aussi à économiser l'énergie consommée. La Terre fait face à la plus grande crise énergétique de son histoire. En effet, on estime qu'en 2040, la consommation par rapport à aujourd'hui aura doublé. Cela signifie que l'on va donc devoir puiser encore plus dans nos réserves. Et d'ailleurs, en parlant de réserves, où en sont-elles ces réserves? Eh bien, c'est pas brillant non plus. En effet, dans une soixantaine d'années, nous serons à court de pétrole, d'uranium et de gaz naturel. Il ne restera que du charbon, sachant qu'aujourd'hui, les sources d'énergie les plus utilisées sont le pétrole en premier, pour l'électricité, l'uranium. Ainsi, en résumé, augmentation de la consommation et diminution des réserves mondiales d'énergie. Donc il va falloir trouver d'autres sources d'énergie pour faire face à la consommation déjà actuelle et à la consommation future. Et pour cela, on va se diriger vers l'utilisation des énergies renouvelables. Et celle qui semble la plus appropriée, eh bien, c'est l'énergie solaire. En effet, le soleil nous apporte une énergie 350 fois supérieure à nos besoins, et ce, juste pour la France. Donc imaginez ça à l'état mondial, eh bien, on a assez d'énergie pour subvenir à nos besoins pendant de longues années. On peut alors se demander pourquoi le solaire n'est pas exclusivement utilisé aujourd'hui. Eh bien tout simplement parce que le solaire ne fonctionne que pendant la journée et pas la nuit. Et la nuit, on a besoin d'énergie. Et l'hiver, on a besoin d'énergie là où les journées sont très courtes. Donc on se retrouve face à un problème puisqu'on ne sait pas stocker l'énergie électrique en grande quantité. On ne sait que l'utiliser tout de suite et la stocker en petite quantité pour faire fonctionner nos téléphones, nos ordinateurs, etc. Essayez de faire fonctionner votre radiateur avec une batterie, vous verrez que cela ne durera pas très longtemps. Donc il faut trouver un moyen de stockage. Et les recherches sont nombreuses là-dessus, notamment sur la pile à hydrogène, que l'on verra dans un chapitre ultérieur. Pour le moment, l'objectif c'est de comprendre le solaire et comment cela produit l'électricité et quelles sont les utilisations du solaire que l'on va pouvoir faire. C'est donc ce que l'on va voir en première partie. Il y a 3 utilisations principales à la lumière solaire. Tout d'abord, la lumière nous permet de nous éclairer, grâce par exemple à des dômes de lumière qui permettent de faire entrer davantage de lumière dans la maison. Ceci permet d'économiser environ 2 heures d'éclairage par jour. On peut ensuite utiliser la lumière solaire pour se chauffer. Grâce à ça, on va pouvoir chauffer différentes installations, par exemple de l'eau chaude sanitaire. Donc on va produire de l'eau chaude grâce au solaire. On pourra chauffer aussi sa piscine ou éventuellement chauffer l'habitat par un chauffage au sol, ce qui va permettre de minimiser l'utilisation d'autres sources d'énergie pour se chauffer. Et enfin, dernière utilisation, la plus connue actuellement, c'est bien sûr la production d'électricité grâce aux panneaux photovoltaïques que l'on voit apparaître de plus en plus sur les toits des maisons. Et ceci va permettre de produire de l'électricité à partir du rayonnement solaire. Commençons donc par l'énergie solaire thermique qui va donc consister à produire de la chaleur. Donc si on produit de la chaleur, l'énergie produite en sortie sera donc de l'énergie thermique. Et on utilisera donc ceci pour chauffer de l'eau, une piscine ou un chauffage par exemple. Quant à la source d'énergie, et bien évidemment, c'est le soleil, qui va apporter une énergie que l'on dit rayonnante. Le capteur va donc faire une conversion d'énergie entre une énergie rayonnante provenant du soleil en énergie thermique qui va servir à chauffer de l'eau, la piscine ou le chauffe. Comme dans toute transformation d'énergie, ceci sera accompagné de pertes. Et ces pertes sont toujours de nature thermique. Intéressons-nous maintenant à la constitution et au fonctionnement d'un panneau solaire thermique. Un panneau solaire est donc constitué d'une plaque de verre ici. Les rayons solaires vont traverser cette plaque de verre pour venir frapper une feuille métallique noire. En effet, le choix de la couleur noire, puisque c'est une couleur qui absorbe la chaleur, et donc on va pouvoir récupérer grâce à ça un maximum de chaleur envoyée par le soleil. Cette chaleur va servir à chauffer un fluide caloporteur qui arrive à froid ici, ressort chaud. Il va donc y avoir un transfert d'énergie entre le soleil, l'énergie rayonnante, et le fluide caloporteur ici qui reçoit cette énergie sous la forme thermique. Tout ceci se passe dans un caisson, bien sûr, de manière à avoir un effet de serre qui va permettre d'éviter que l'énergie ressorte à ce niveau-là et donc elle est renvoyée à nouveau vers le panneau, ce qui va permettre de récupérer un maximum de chaleur provenant du soleil. 2 mètres carrés de panneaux solaires thermiques permettent de satisfaire les besoins en eau chaude d'une famille de 4 personnes. Intéressons-nous maintenant à l'énergie photovoltaïque, c'est-à-dire la production d'électricité. Donc là encore, bien évidemment, l'énergie de sortie, c'est l'énergie électrique, puisqu'on cherche à produire de l'électricité. Cette énergie électrique permettra soit d'être stockée dans la batterie, soit d'utiliser un onduleur qui va permettre de convertir l'énergie continue produite par les panneaux photovoltaïques en énergie alternative qui pourra alors être utilisée par les appareils de la maison
ou revendu à EDF et donc envoyé sur les lignes électriques. Comme pour les panneaux solaires thermiques, l'énergie de départ sera une énergie rayonnante provenant du soleil. Et comme pour les panneaux solaires thermiques, il y aura là aussi encore des pertes, puisqu'il s'agit d'une transformation énergétique d'origine thermique. Si l'on s'intéresse maintenant à la constitution et au fonctionnement des panneaux solaires thermiques photovoltaïques, on observe qu'ils sont constitués de semi-conducteurs, que l'on peut voir ici comme une diode en fait. C'est une diode que l'on brancherait en inverse. Donc le principe est assez simple, vous avez deux parties de la diode, deux semi-conducteurs. Les photons du soleil viennent frapper la jonction entre les deux couches de silicium ici, produisant ainsi des charges positives et des charges négatives. Ces charges positives et négatives n'ayant nulle part où aller pour s'équilibrer, eh bien, une tension électrique va alors apparaître. Et lorsqu'on relie un fil à travers un appareil ici, eh bien, les électrons vont pouvoir circuler et rejoindre les charges positives, créant ainsi un courant électrique. Cela va donc permettre de transformer une énergie rayonnante des photons en énergie électrique. Si l'on s'intéresse au rendement des panneaux photovoltaïques, on s'aperçoit que ceux-ci sont encore relativement faibles. En effet, on obtiendra au maximum environ un rendement de 18%. Cela signifie donc que sur l'énergie reçue par le soleil, seuls 18% de cette énergie sera transformée en énergie électrique. Ainsi, les 82% qui restent seront perdus sous la forme d'énergie thermique. Il ne reste alors plus qu'à comprendre comment l'énergie portée par la lumière peut permettre de produire de l'électricité dans la matière. Et c'est Einstein qui avait réussi à expliquer ce phénomène. Pour cela, on a besoin de comprendre que la lumière est composée de photons. Ces photons portent une énergie. Et cette énergie, lorsqu'elle va venir frapper la matière, comme on peut le voir ici, elle va avoir pour effet de changer les électrons de couche. Donc vous vous souvenez, un atome est constitué d'un noyau autour duquel gravitent des électrons. Ces électrons sont sur des couches qu'on avait nommées K, L, M, etc. Eh bien, le photon, en apportant son énergie, va permettre à l'électron de changer de couche. On dit que l'atome se retrouve dans un état excité, puisque l'électron n'est pas sur sa couche d'origine. C'est donc ainsi que la lumière transmet son énergie à la matière. Mais ceci ne suffit pas à expliquer qu'il y a un courant électrique. Pour cela, il faut que les électrons soient mobiles. Eh bien, c'est très simple. Il suffit que le photon qui arrive ait une énergie suffisamment importante pour que l'électron ne change pas simplement de couche, mais qu'il soit totalement éjecté de l'atome. Cet électron devient alors un électron libre qui va pouvoir permettre de conduire le courant. L'énergie nécessaire à cela, c'est une énergie de 1,12 électronvolts en ce qui concerne le silicium, le matériau qui est utilisé pour fabriquer les panneaux photovoltaïques. Donc si la lumière qui arrive possède cette énergie-là, les photons qui la constituent possèdent cette énergie-là, eh bien les électrons seront éjectés des atomes et on pourra avoir circulation d'un courant électrique. Pour une telle énergie, on va se trouver dans le domaine de l'ultraviolet, donc les rayons du soleil ultraviolets, ainsi que le domaine du visible. Donc ces deux zones de la lumière solaire vont permettre aux panneaux photovoltaïques de produire de l'énergie électrique. Tout ce qui est en dessous, par exemple la lumière infrarouge qui est reçue du soleil, elle ne permettra pas de produire de l'électricité car l'énergie de ces photons n'est pas suffisante pour éjecter les électrons des atomes. L'énergie portée par les photons se calcule à partir de cette formule qu'il faut connaître, qui nous dit que l'énergie, qui se calcule en joules, est égale à H, qui est une constante, multipliée par C, qui est la vitesse de la lumière, divisé par la longueur d'onde en mètres du rayonnement. Donc attention, par exemple, vous pouvez avoir des choses comme soit 600 nanomètres comme une longueur d'onde, de bien mettre ceci en mètres. Donc il faut tenir compte du fait que 1 nanomètre est égal à 10 puissance moins 9 mètres. On remplace ici et on obtient bien l'énergie en joules. On peut aussi trouver cette énergie écrite de cette façon-là, H, qui est la même constante que ceci, fois une lettre grecque qu'on appelle nu, qui représente la fréquence de l'onde lumineuse, donc de fréquence du photon. Le photon oscille en se propageant, et cette fréquence d'oscillation, eh bien, c'est représenté par cette lettre nu. On trouvera souvent l'énergie des photons exprimée en électronvolts, noté E grand V comme ceci, car les énergies portées par les photons sont très faibles. Donc en fait, c'est très simple. 1 électronvolt représente 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Donc si on a calculé grâce à la formule précédente l'énergie en joules,
Il suffit alors de diviser par 1,610-19 joules pour obtenir l'énergie en électronvolts. Par exemple, lorsqu'on disait qu'il fallait 1,12 électronvolts au silicium pour éjecter les électrons, eh bien l'énergie était donnée en électronvolts. Voici donc une vision d'ensemble de l'utilisation de la lumière solaire pour fabriquer de l'énergie thermique ou photovoltaïque, donc électrique. Il y aura une autre vidéo qui traitera de l'exploitation des panneaux photovoltaïques en particulier, notamment l'utilisation et l'interprétation de ce genre de diagramme ici, qui nous permet donc pour différents éclairements de comprendre la puissance produite par les panneaux ainsi que le calcul de son rendement. Comme on peut le voir ici. Donc il y aura toute une vidéo là-dessus qui vous permettra de savoir résoudre les différents exercices.